Faisons le point, si vous le voulez bien, sur ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Dans une première phase, notre philosophe, M. Toivolo, a dit simplement ceci: il faut absolument que le Parlement puisse reprendre le cœur du diagnostic, entre autres, bien sûr, sur les politiques de santé et sur le système de soins. Et puis, Mme Valérie Rabault a ajouté: nous devons aussi remettre en route le dialogue au cœur même de l'Assemblée nationale, même par des chemins que nous inventons nous-mêmes, au minimum pour pouvoir retrouver des majorités qui vont porter les réformes, et notamment la première des réformes, c'est celle du système de soins. Partons, si vous le voulez bien, sur tous les étages de la démocratie, par exemple, comment renforcer les liens entre les acteurs de santé et les élus des territoires. Question posée à trois personnalités. Anne Pinon, vice-présidente en charge de la santé à la région Hauts-de-France. Madame, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Nicolas Biolou, président de la FHP Bretagne. Lamine Garbi, vous êtes toujours en ligne avec nous, bien sûr. Et nous aurons le témoignage du maire de Reims, Arnaud Robinet, également président de la FHF. La santé n'est pas le cœur des compétences des régions, madame, mais les Hauts-de-France ont décidé de s'y investir. Pour quelle raison? Vous faites bien en effet de le rappeler. C'est vrai que ce n'est pas une compétence directe de la région. En région Hauts-de-France, nous avons un président de région qui est très investi sur la santé, Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé, et on a souhaité avoir une véritable stratégie envers nos territoires. C'est quelque chose sur lequel on est très attaché, ce lien avec les territoires. Les Hauts-de-France, évidemment, connaît, comme dans les autres régions, des difficultés d'accès aux soins, de parcours de soins, de déserts médicaux. Il a fallu trouver en fait des dispositifs assez pragmatiques, très vite opérationnels, et donc on a essayé de travailler sur un accès aux soins, sur un bassin de vie. Ça, c'est aussi essentiel de trouver le périmètre le plus pertinent. Bassin de vie, travail avec les intercommunalités, et donc le premier des dispositifs qui fonctionne donc depuis 2016, ce sont évidemment le soutien aux maisons de santé pluriprofessionnelles. On a accompagné depuis 2016 une cinquantaine de maisons de santé. Donc c'est un soutien évidemment financier, mais pas que. Ce que les élus attendent aussi, c'est un soutien en termes d'ingénierie. Comment faire? Voilà. Je suis dans une commune rurale au fin fond de la Sambre-Aviennois-Thiérache. Je suis élue, j'ai un problème d'accès aux soins. Comment je fais pour monter cette maison de santé? Et on a un travail évidemment partenarial avec l'ARS. Mais nous avons donc soutenu une cinquantaine de maisons de santé, toutes portage public, évidemment. Et vous êtes aménageur. Voilà, exactement, parce que finalement, même si nous n'avons pas la compétence santé, nous avons cette compétence d'aménageur du territoire. Et la santé, c'est aussi de l'aménagement du territoire. Alors vous êtes donc un dispositif, une unité territoriale supplémentaire, alors qu'il y a déjà d'autres compétences. Comment faites-vous pour vous insinuer à l'intérieur de l'ensemble du système? Écoutez, encore une fois, c'est un travail partenarial. On a une politique territoriale essentiellement tournée vers les communes, les intercommunalités. Et on le voit depuis ce matin, la santé est au cœur de tous les débats, surtout après la crise Covid, bien sûr. C'est devenu en tout cas une grande attente de nos administrés. Et encore une fois, dans la région Hauts-de-France, c'est vrai, on a aussi des indicateurs qui ne sont pas très favorables en termes sanitaires et évidemment concernant les maladies, nombreuses maladies et pathologies qui touchent les habitants. Donc c'est évidemment une priorité. Donc on travaille avec les maires, avec les associations d'élus et évidemment aussi avec l'ARS qui est incontournable puisque Bien c'est sûr. l'ARS qui a cette compétence. Et votre président et vous-même, vous demandez un droit à l'expérimentation. De quoi s'agit-il? En fait, on est très attaché, le président Bertrand est très attaché à cette question de la territorialisation. J'entendais dans le débat précédent, suppression de l'ARS, en tout cas au sein de Région de France, auquel nous travaillons avec Région de France et aux travaux de Région de France. Ce que l'on demande, c'est une coprésidence, au moins. Voilà, qu'il y ait une coprésidence entre ARS et avec un élu, plutôt la région, et en effet un droit à l'expérimentation. C'est ce que l'on fait par exemple, c'est vrai qu'en termes de démographie médicale, on ne pense pas forcément à la région. Et on a mis en place un dispositif concernant la démographie médicale, et là c'est déjà une expérimentation. Ça concerne en fait des dispositifs de soutien aux chefs de cliniques régionaux et aux assistants à temps partagé. Et là, je peux vous dire que c'est du concret. Sur les assistants à temps partagé, on a par exemple cette année créé ce dispositif pour soutenir 8 assistants à temps partagé dans un service de réanimation à Lens. Je peux vous dire que sans ces 8 ATP, le service n'aurait pas fonctionné. Donc vous voyez, on peut aussi être utile. Il faut trouver des dispositifs qui sont les plus Et opérants. c'est du concret, ça répond exactement aux nécessités. Lamine Garbi, j'imagine que vous pourriez, évidemment, avec la région des Hauts-de-France, mais comme avec toutes les autres régions, nous donner des exemples de collaboration, d'approche,
dialogue. Bien sûr, en Occitanie, il y a des partenariats très forts sur les écoles de formation d'aides-soignantes et d'infirmiers. Vous savez que la région a été novateur, la Fédération régionale Occitanie, avec son école d'infirmières sur Montpellier, école d'aides-soignantes sur Perpignan et maintenant sur Toulouse. Donc oui, il y a des passerelles, il y a des complémentarités. Et j'aimerais revenir sur la formation des médecins qui a été évoquée par Valérie Rabault tout à l'heure. Il y a 8000 internes qui sont aujourd'hui dans les cycles de formation des hôpitaux, 8000. On peut accueillir, et ça c'était la loi Bachelot, on peut accueillir nous aussi des internes et sur des terrains de stage intéressants. Seulement, nous accueillons juste 80 internes, 80 sur les 8000, donc 1%. Ce qui veut dire que lorsque l'on montera, et c'est le souhait effectivement, à 15 000 étudiants en première année de médecine, il faut savoir qu'à la grande époque, hein, il y a 10 ans, il y en avait juste 3000 qui étaient en deuxième année, donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de la difficulté. Nous pouvons accueillir ces élèves et ces étudiants, ou plutôt ces jeunes médecins, parce que quand on est interne, on n'est plus étudiant, on est quasiment médecin. Donc oui, la fédération est force de proposition, et il convient de le rappeler et de ne pas nous écarter de ce cycle de formation. Donc, compétences région avec les aides-soignants, les infirmières, et compétences nationales sur la formation des internes. En tout cas, merci pour votre présence, parce que ça permet aussi de faire entendre les territoires. On en a besoin, et oui au soutien des ARS. Là-dessus, je suis un fervent défenseur des ARS. On l'a vu pendant la crise Covid. On le voit aujourd'hui avec cette 9e vague qui arrive. Il faut qu'il y ait un arbitre et une personne qui fasse en sorte que l'ensemble des territoires et des complémentarités publiques-privées puissent continuer à fonctionner, qu'on puisse garder, comme le dit notre ministre François Braun, l'esprit Covid. Anne Pinon, vous êtes en charge de la formation à la région. Et donc là, vous avez beaucoup de relations professionnelles avec la FHP. Oui, oui. Après, on a en effet, on est tête de file sur les formations sanitaires et sociales. On sait que l'attente est grande, ce sont des métiers en tension. Donc on a un fameux schéma qui nous permet d'organiser cela, de faire remonter du terrain les exigences, les besoins, les enjeux qui sont spécifiques à chaque région. Donc évidemment, là, on est en pleine compétence et on y travaille pour, encore une fois, répondre à la crise des métiers de l'humain que l'on retrouve sur nos territoires. Merci beaucoup. Nous partons en Bretagne, si vous le voulez bien. Nicolas Biolou, président de la FHP Bretagne, merci beaucoup d'avoir fait le voyage, d'être ici. Vous travaillez régulièrement, vous, avec tous les élus des territoires bretons. De quelle façon ? Qu'avez-vous mis au point? Alors avec les élus bretons, déjà on les rencontre de façon très très régulière. Ça c'est déjà le cœur déjà de notre mission. C'est comme de faire connaître l'hospitalisation privée, ses caractéristiques, souvent très mal connues en fait de la part de nos élus, également de la place de l'hospitalisation privée, que ce soit sur les missions de service public. Très souvent c'est une mission qui est méconnue en fait, que le secteur privé a des positions très importantes sur les missions de service public, sur les services, les urgences, sur les permanence de soins. C'est également un acteur également sur l'aménagement de son territoire, puisqu'on intervient aussi au plus proche des territoires. C'est-à-dire qu'on a depuis longtemps décloisonné nos établissements de santé pour aller sur les territoires. Un établissement peut avoir une dizaine de centres de consultation proches des patients et essayer de répondre en tout cas aussi aux besoins liés à la désertification médicale. On sait bien que s'il y a des spécialistes, ça va aussi faciliter la présence des médecins généralistes et comme ça de s'incorporer dans tout un tissu de professionnels de santé sur lequel les établissements de santé publics-privés doivent être un des pivots et aider à cet aménagement du territoire. Que partageriez-vous de votre expérience qui a particulièrement bien fonctionné dans cette collaboration entre les élus territoriaux et la FHP? Alors avec notamment sur une expérimentation pour développer des postes partagés de médecins généralistes entre les territoires et les établissements encore naissants. Ça a besoin en tout cas d'être plus développé, aussi de convaincre aussi nos ARS qui ne nous voient pas toujours justement dans ce type de mission et d'être vraiment en partenariat entre les élus locaux, l'ARS et les établissements de santé pour développer ces installations, en tout cas de praticiens et les faciliter sur notamment les zones rurales.
Avec des communautés professionnelles territoriales de santé, nous sommes d'accord. Qui en fait partie? Exactement. Alors, les CPTS, Ouais. comme on les appelle, sont alors en cours d'installation. D'installation. Voilà, on est dans un schéma depuis 2 ans sur lequel elles s'installent. Donc là, c'est avec l'ensemble des acteurs de santé sur un territoire qui définissent déjà leur territoire. Donc on va retrouver des pharmaciens, les médecins, les infirmiers libéraux, les sages-femmes libérales, et également donc les établissements de santé qui doivent absolument participer, ainsi que leurs médecins. C'est-à-dire que c'est tout ce travail aussi qui doit être fait à travers les communautés médicales des établissements, d'aller au plus proche également et aux attentes également des professionnels sur chacun des territoires. Déjà qu'il y ait des lieux de rencontre, c'est vraiment l'objectif premier de ces CPTS, et de définir ensemble leurs objectifs et leur mode de fonctionnement. Ce que je comprends à travers votre témoignage, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, beaucoup d'écoute également sur à la fois l'intérêt que peut avoir l'élu territorial, mais également la demande, la représentation qu'il peut avoir. Là-dessus, à vous entendre et l'un et l'autre, on a l'impression que quoi qu'il arrive, vous trouvez les solutions. Même si, un peu plus haut, je dirais, bon, ça coince un peu. Je me trompe ou pas, Madame Pinon? Oui, en tout cas, on essaye d'être complémentaires. C'est une Certainement. complémentarité. Et puis, encore une fois, la santé doit vraiment être territorialisée et adaptée aux enjeux spécifiques des territoires. Monsieur Biolou? Et non, c'est-à-dire que souvent c'est des aspects réglementaires qui font des blocages. Tout à l'heure, vous parliez de droit à l'expérimentation, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut laisser aussi les territoires mettre en place leurs propres Des initiatives. expérimentations, et ne pas brider les professionnels de santé dans ces expérimentations qui viennent du terrain et qui répondent vraiment aux problématiques locales et territoriales. Je vous propose d'écouter la contribution du maire de Reims, Arnaud Robinet, également président de la FHF. Monsieur le président de la FHP, cher Lamine, mesdames et messieurs, je tiens d'abord à remercier la FHP pour son aimable invitation à échanger ensemble. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous pour participer en direct aux discussions sur la démocratie territoriale en santé, mais je tenais à partager quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Il est probable d'ailleurs que nos visions se rejoignent sur plusieurs points. Vous m'invitez à réagir sur la façon de renforcer les liens entre les acteurs de santé et les élus d'un territoire. Permettez-moi, avant de répondre au comment, d'en revenir au pourquoi. Pourquoi est-il nécessaire de renforcer la place des collectivités territoriales et des élus dans les questions de santé? Je crois pour ma part que nous devons partir d'un triple constat. D'abord, face à la crise du système de santé, les élus locaux et notamment les maires sont ceux qui, à portée d'engueulade, savent les attentes de toute la population et ceux qui, avec les représentants d'usagers, sont capables de les relayer. Je crois aussi que les enjeux du moment l'imposent. On ne réussira pas la révolution de la prévention sans les collectivités. Ce sont elles qui sont capables de communiquer finement auprès de la population en fonction de ses spécificités et de favoriser le lien avec les associations. On ne peut pas se contenter de messages nationaux uniformes parce que la situation et les habitudes ne sont pas les mêmes en Meurthe-et-Moselle, à Marseille ou à Brest. À cet égard, le faible taux de vaccination contre la grippe, ou pour le rappel du Covid, doit nous interpeller. Comment se fait-il que seuls 15% des publics cibles soient vaccinés alors que d'autres pays sont à plus de 80%? Il faut sans doute changer de méthode, parler différemment à la population. Je crois enfin qu'il s'agit d'une des leçons de la crise sanitaire. Sans le travail entre les collectivités et les professionnels, la campagne de vaccination aurait été impossible. Alors, comment faire? Il faut d'abord renforcer les espaces de dialogue efficaces. En ce sens, les méthodes du CNR Santé sont importantes, par exemple pour travailler sur le logement des professionnels. Mais dans la durée, il nous faut un outil, un suivi. Je crois que les projets territoriaux de santé sont une piste très intéressante. Les PTS, contrairement aux contrats locaux de santé, permettent d'associer hôpitaux, usagers et professionnels libéraux pour répondre à un besoin de santé. Il faut ensuite partir du patient, de ses besoins. C'est ce que nous faisons dans plusieurs territoires avec la méthode de responsabilité populationnelle, par exemple à Douai, où les élus ont une place centrale pour faire de la prévention avec les usagers et les professionnels.
Dans un contexte démographique, médical en crise, quand 11% de la population n'a pas de médecin traitant, il est indispensable de se coordonner pour éviter que certains restent éloignés du soin, des dépistages et de l'éducation à la santé. Pour terminer, je dirais que ce qu'il nous faut enfin, c'est un cap clair, une vision. Comme vous, c'est ce que la FHF attend du CNR Santé. Ce cap clair implique aussi des moyens. Avec l'ensemble des fédérations et la FHP, nous portons la demande d'un nouveau protocole de pluriannualité des financements et espérons le voir naître très prochainement. Face aux crises de notre système de santé, le débat sur les solutions, la pédagogie et le sens de l'action sont plus que jamais nécessaires. C'est pourquoi la démocratie sanitaire dans les territoires est notre meilleur atout. Je vous remercie et vous souhaite de très bons échanges. Monsieur Robinet dit à l'instant, il nous faut des espaces de dialogue, il nous faut également une possibilité de pouvoir agir seul, de pouvoir prendre des initiatives, ce que vous avez dit. Réaction par rapport à son témoignage? Évidemment, on s'y retrouve, je pense, totalement. Voilà, l'important, c'est de laisser en effet de la souplesse pour plus de réactivité, et puis vraiment de s'adapter encore une fois aux besoins. Voilà, il ne faut pas décider les choses à Paris et les appliquer de manière uniforme. Évidemment, comme l'a très bien souligné M. Robinet, on n'a pas du tout les mêmes besoins en Bretagne, en Corse et à Paris. Même si on sait aussi que dans les grandes villes, malheureusement, dans les grandes métropoles, il y a aussi des difficultés pour avoir accès aux soins. Nous, dans la région de France, il y a Lille, Amiens, après vous avez la grande ruralité, mais finalement, il y a aussi des difficultés. C'est en partant de ce constat que Xavier Bertrand et vous-même avez décidé de vous impliquer, d'impliquer la région dans la santé, parce que les besoins sont bien différents? Oui, et puis, on connaît bien la position de M. Bertrand, il souhaiterait aussi évidemment aller beaucoup plus loin et plus vite. Et c'est vrai que la crise Covid a été un révélateur, c'est-à-dire que les régions ont été aussi, comme les maires, et bien sûr, moi je suis aussi maire d'une commune, donc je sais à quel point on a été en première ligne, mais les régions ont vraiment été un acteur et un partenaire de l'ARS, ou alors à défaut, quand il y avait un défaut d'État, on était vraiment présent, que ce soit sur les masques, la prévention et la vaccination. Nicolas Bielou, pour la Bretagne. Vu du point de vue de la FHP Bretagne, bien sûr, là encore, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais cette possibilité de pouvoir agir, de pouvoir avoir des initiatives, de pouvoir expérimenter éventuellement? Oui, alors c'est très important, surtout que ça soit en coordination avec l'ensemble des acteurs. Souvent, on oublie en fait l'hospitalisation privée. On parle beaucoup de l'hôpital, mais on oublie souvent l'ensemble des communautés médicales et puis pluriprofessionnelles qu'on a dans nos établissements. Il faut faire confiance aussi à l'hospitalisation privée qui peut s'engager hors des murs, qui est là aussi pour répondre aussi aux besoins territoriaux, c'est également aux engagements aussi que peuvent prendre aussi des élus. On est là aussi pour être aussi à côté d'eux et d'être un acteur que trop souvent en fait on oublie et qu'on cantonne souvent, voilà, sur lequel on oublie en tout cas ces missions de service public et le rôle de notre fédération, c'est bien de rappeler l'ensemble de nos engagements que nous avons et que nous sommes l'établissement pour tous. Lamine Garbi, êtes-vous encore en ligne avec nous? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On a l'impression sur ces échanges que le véritable cœur de la santé, c'est sur les territoires qu'il bat, que c'est là où il y a une véritable compréhension de ce qui se passe sur le terrain et une adaptation, quoi qu'il arrive, je dirais, de l'ensemble du système, ou en tous les cas des acteurs, pour pouvoir répondre aux besoins de la population et des bassins de population, comme on disait tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Et je reprendrai les mots qui ont été prononcés. C'est le droit à l'expérimentation et je rajouterai le droit à la dérogation. Il faut anticiper, il faut désobéir sur le carcan qui nous bloque sur le territoire. Je prends un exemple très simple. En psychiatrie ou en soins de suite, bientôt les SMR, l'hospitalisation de jour, c'est l'avenir de ces prises en charge. Et certains établissements, certains territoires n'ont pas encore accès à cette hospitalisation de jour. Voilà, c'est un exemple concret sur la réglementation qui nous étouffe au quotidien sur les territoires. La médecine va beaucoup plus vite que la réglementation, les procédures vont beaucoup plus vite et l'innovation aussi va plus vite. Donc, il faut qu'on soit réactif et surtout qu'on soit fort de proposition et qu'on arrive à faire comprendre. Alors, c'est peut-être le coup de gueule de ce matin que sur les territoires, on en a marre. Donc là, je change de casquette. Je suis sur les territoires avec Nicolas qui vient de la Bretagne et merci Nicolas d'être présent. Mais c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure avec l'Occitanie et le président de l'UBAC sur l'école d'infirmières et d'aides-soignantes. Voilà, c'est à partir des territoires, on a des besoins, on crée des écoles, on crée de l'innovation, on crée de la richesse pour tous et surtout de la proximité.
Voilà, c'est important cette proximité, on en manque aujourd'hui. Lamine Guerbier, vous dites, je reprends vos mots, ils sont forts, hein, lorsque vous dites il faut absolument parfois désobéir, ne pas hésiter sur les territoires lorsque les nécessités sont là. Vous savez comme moi que les autorités de santé tout de suite brandiront le mot sécurité. Oui, la sécurité est importante, mais aujourd'hui, il vaut mieux, je dirais, répondre à un besoin, alors de manière peut-être plus dégradée. Ce terme n'est pas forcément audible, mais je prends aussi un exemple. On manque de médecins dans les services d'urgence. Certains de nos collègues, tant publics que privés, sont obligés de fermer certaines nuits par faute de médecins. Ben voilà, parce qu'on n'a pas le médecin diplômé en urgence. Alors, peut-être simplifier certaines nuits et prendre un médecin, je dirais, généraliste, à compétence urgence, pour qu'on puisse au moins continuer à avoir cette proximité. Et lorsqu'il manque une infirmière, s'il y a 2 infirmières, voilà, peut-être essayer de faire un renfort avec une aide-soignante pour travailler et continuer à rester ouvert. On en est malheureusement là. On en est malheureusement là et on doit être innovant sur les territoires et de ne pas se dire qu'effectivement, s'il y a une dérogation par rapport à la règle, on va avoir un coup près avec l'ARS qui va venir nous sanctionner. Non, je pense que les temps ont changé. Il faut par contre de la transparence. Il faut expliquer à nos tutelles que nous sommes en difficulté et que sur le territoire, nous devons faire face à des moyens peut-être un peu moins riches que par le passé. On le voit avec l'épisode de bronchiolite chez nos enfants. On est en tension. Il n'y a pas que l'hôpital public. J'ai été scandalisé ce matin par la tribune qui a été produite dans Le Monde où ils expliquent clairement que l'hospitalisation privée ne prend pas d'enfants parce que c'est pas rentable. Voilà, je pense qu'il faut en sortir de cette idiotie dogmatique. On prend en charge les enfants, tout simplement, on en prend moins que l'hôpital public parce que les autorisations de chirurgie pédiatrique sont données à l'hôpital public et pas données aux cliniques privées en priorité. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout renverser. Les maternités, c'est le même débat. Elles sont toutes dans le public parce que le niveau 2 et 3 sont dans le public. Donc, il y a un glissement des maternités vers le secteur public. Et c'est vrai que ce renfort de compétences vers le public nuit à la prise en charge dans le privé. Voilà, second coup de gueule, si vous permettez, cher Thierry, du matin. Mais c'est vrai que d'écouter, et c'est peut-être bien d'écouter en étant sur le territoire, dans mon établissement, ça permet d'avoir une vision peut-être un petit peu différente. Ah, merci beaucoup, Lamine Garbi. D'un côté, vous dites oui, nous revendiquons le droit à l'expérimentation et ce serait vraiment utile, et vous ajoutez, allons même jusqu'à désobéir, et je vais le résumer en un mot, avec nuance, c'est-à-dire avec discernement. Anne Pinon, jusqu'à désobéir? En tout cas, de permettre à ce qu'on puisse écouter le bon sens des territoires. Voilà, c'est juste du bon sens. Voilà, dans les propos du président que je viens d'entendre, je m'y retrouve tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut faire preuve de, voilà, encore une fois, de souplesse, mais surtout le bon sens des territoires qui doit être mis en avant. Nicolas Biolot, oui, alors vous êtes prêt? Du bon sens, surtout d'être mis, comme l'a rappelé Lamine, sur un même pied d'égalité entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir nous dire qu'on n'intervient pas sur certains champs, là où on ne nous donne pas des autorisations. Je vais prendre un exemple sur la Bretagne. Il n'y a aucun service de réanimation dans l'hospitalisation privée. On ne refuse cette activité-là, alors que c'est la région avec le plus faible taux de nombre de places de réanimation par habitant de France. Hein, on a encore aussi des positions dogmatiques qui nous bloquent aujourd'hui sur des prises en charge pour nos concitoyens. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat, enfin c'est pas un débat, d'avoir contribué précisément à nous expliquer ce qui se passe sur les territoires. Et j'insiste, 2 mots qui résument votre état d'esprit. D'abord écoutez les populations locales, quels sont leurs besoins en santé, premier point. 2, adapter au mieux. 3, on va jusqu'à expérimenter, en tous les cas c'est ce que vous demandez. Et 4, l'adaptation, si c'est au prix d'une désobéissance avec discernement, soit, mais il faut au minimum écouter la population. Merci beaucoup à tous les 3. Et qu'en pensent les Français ? Qu'en pensent les Français de leur système de soins, de leur démocratie en santé et aussi finalement de la capacité à réformer ? On voit ça dans un instant.